Bonjour, alors pour le premier épisode de Blockbuster et Libéralisme improbable, j'ai choisi Mad Max. Mad Max est la route du chaos, le dernier opus d'une longue série de plusieurs décennies avec 4 ou 5 épisodes. Mad Max est un film culte dans les années 80, un univers post-apocalyptique dans lequel les survivants se battent en général pour l'eau, l'essence et les munitions dans cet ordre ou dans l'autre. Et donc il y a un nouvel opus qui a été fait par le réalisateur du premier film, qui est donc une longue poursuite dans le désert. Le scénario tient sur un timbre-poste. Donc au tout début du film, il y a Mad Max qui est avec sa fameuse une Ford 1973 Falcon, avec un V8, qui est sa marque de fabrique. Malheureusement, la voiture dure pas très longtemps, puisqu'elle est cassée pratiquement au bout des 30 premières secondes du film. Mad Max est capturé par le méchant local, Joe. Joe qui a sa citadelle avec une caste de guerriers, de prêtres guerriers, tous peinturés en blanc, et un peuple qui visiblement attend de lui de l'eau et sans doute autre chose. Et l'histoire, en gros l'histoire, c'est l'un des lieutenants, Furiosa, joué par Charlene Theron, qui s'évade en camion et qui, avec une partie du harem de Joe, et qui part vers une terre mystique dont elle se rappelle dans son enfance, où tout était vert, par opposition à l'univers de poussière dans lequel elle baigne actuellement. Donc elle fait tout un voyage poursuivi par les sbires d'Oncle Joe. Elle fait tout un voyage, Joe plutôt, elle fait tout un voyage jusqu'à cette terre mythique, s'aperçoit que cette terre mythique est une terre mythique dans le sens où elle n'existe pas du tout, mais que c'est aussi de la poussière où elle est allée, et décide avec Max de faire le retour pour finalement renverser Joe. Et à la fin de l'histoire, on comprend que Furiosa va prendre la place de Joe, et quant à Mad Max, il va retourner dans son désert. Donc ils ne font pas, c'est pas une fin, c'est pas un happy end. Ils ne vivent pas ensemble très longtemps en faisant beaucoup d'enfants. L'histoire est alors il faut aimer l'univers de Mad Max, et il faut aimer les films d'action bourrin, parce que tous les dialogues du film doivent tenir sur une page A4. Mad Max, je suis pas sûr qu'on entend le bruit de sa voix, le son de sa voix avant 30 minutes, et quand il parle, c'est souvent par monosyllabes. Le film est complètement déjanté, complètement hystérique. Tout du long, en fait, c'est une grande poursuite. Donc évidemment, si vous y allez pour voir avoir les dialogues ou l'ambiance d'un film de Téchiné, vous risquez d'être déçu. Et si vous y allez aussi pour des films des costumes ou de bon goût, comme le Great Gatsby ou un film d'époque de la cour de Louis XVI, vous allez aussi être déçu. C'est complètement déjanté, et avec des décors, des costumes, un univers complètement baroque. C'est aussi survitaminé. Moi, j'aime bien le film parce que je le trouve, il donne ce qu'il a envie de donner, et il fait pas semblant d'être autre chose que ce qu'il est. Donc voilà pour le film. On a vendu le film. Par contre, il y a un petit message politique avant de commencer avec une vision libérale. Il y avait un petit message, je ne sais pas si c'est politique, mais en tout cas, on a survendu ou vendu le film comme étant un petit peu féministe. Parce qu'effectivement, il y a une héroïne qui veut quelque chose et qui conduit un camion. Donc, une femme qui conduit quelque chose, qui veut quelque chose, qui conduit un camion, est considérée comme féministe. Donc, c'est pas un féministe très hystérique, à vrai dire. C'est assez consensuel. On lui a même dit aussi que c'était anti-homme carrément, parce que effectivement tous les hommes sont tous des brutes qui aiment la poussière et les gros moteurs, tandis que les femmes protègent la vie, les plantes vertes. Je suis à moitié convaincu parce que d'abord le féminisme contemporain, le féminisme troisième vague est assez hostile. La maternité pour ce féminisme-là est une sorte de scorie biologique impossible à déconstruire. Donc en général, on peut dire que le féminisme de la dernière vague a un gros problème avec la maternité, et mettre en avant pour les femmes la maternité dans ce film-là, c'est presque une vision réac. C'est presque une vision réac de la femme pour la dernière génération du féminisme. Donc je suis à moitié convaincu. Alors on en vient maintenant à la partie politique de Mad Max. Donc le scénario de Mad Max tient l'histoire tient sur une page A4, et donc sur un timbre-poste, et sur ce timbre-poste on va essayer de trouver un petit message politique, ou un message, enfin pas un message politique puisque c'est pas le scénariste qui envoie ce message, mais on va des notions politiques, voire des notions libérales. Alors l'interprétation que je propose, très tirée par les cheveux, c'est que Mad Max est un Lockéen cohérent, tandis que Furiosa est une Obésienne qui rentre dans le droit chemin. Alors, qui sont Hobbes et Locke? Hobbes et Locke sont deux penseurs majeurs de la philosophie politique, qui sont au XVIe et au XVIIe siècle. Il y a Hobbes qui arrive avant Locke, et tous les deux réfléchissent à la même question: pourquoi les hommes acceptent l'autorité de l'État plutôt que de vivre sans État?
Et pour ce faire, pour appuyer leur raisonnement et pour appuyer leur démonstration, ils utilisent un concept, l'état de nature. L'état de nature, c'est l'état avant que les hommes acceptent l'autorité d'un état. Alors c'est un état fictif, c'est juste un concept, mais ça leur permet ensuite d'illustrer les raisons pour lesquelles l'état est préférable, enfin l'apparition de l'état est préférable, l'apparition de la politique est préférable à l'absence d'état. Donc tous les deux sont d'accord sur une chose, il vaut mieux l'état que l'état de nature, mais les conditions dans lesquelles on accepte cet état sont différentes pour les deux. Donc Hobbes, qui arrive le premier, décrit un état de nature qui est extrêmement dur, sauvage, c'est la guerre de tous contre tous, parce que l'homme se conduit comme une bête, et de surcroît comme l'homme est un être raisonnable, non seulement comme un animal il peut réagir à une attaque, mais en plus par la raison il anticipe les attaques, et donc il peut avoir des raisons de faire des attaques préventives. En face de lui il peut avoir une autre tête raisonnable qui sait qu'il va avoir une attaque préventive, qui va faire donc une attaque préventive. Et donc finalement l'état dans lequel l'homme se trouve en absence d'état, en absence d'une entité chargée de faire respecter la sécurité de tous, c'est une guerre contre tous, la guerre de tous contre tous. C'est un univers, alors il utilise des termes de pauvreté, enfin j'affiche à côté, mais c'est un état de nature qui est extrêmement dur, qui est infernal, et à ce titre, les hommes raisonnables décident de confier la protection de leur personne à une entité commune. Tous les hommes renoncent entre eux à utiliser la violence et ils confient cet usage de la violence à une entité commune, le souverain, que Hobbes qualifie de Léviathan, c'est d'ailleurs le titre de son livre. Le Léviathan, c'est un monstre légendaire, un monstre biblique, qui donc écrase d'une certaine manière tous les individus, mais pour leur propre bien, pour leur assurer la sécurité. Donc les individus sortant de l'état de nature sont heureux de sortir de cet état de guerre contre tous et acceptent en contrepartie un souverain qui est extrêmement dur, qui est extrêmement fort, qui est avec des pouvoirs quasi illimités, un pouvoir absolu. Bien sûr, ça paraît pas extrêmement souhaitable, mais du point de vue de Hobbes, l'état de nature est tellement infernal que il vaut mieux un souverain, même qui est extrêmement puissant, que cet état de nature. Et finalement, c'est un petit peu ça qu'illustre la cité. Alors bien sûr, dans l'esprit de Hobbes, le souverain, s'il est raisonnable, fera le maximum pour rester juste, pour respecter les droits, laisser le maximum de liberté aux individus, mais c'est finalement secondaire du moment que le souverain garantit la vie aux individus, garantit les contrats ensuite. Eh bien, ma foi, les individus n'ont pas de raison de se rebeller. Et donc, ça illustre un petit peu finalement la cité du méchant Joe, puisque le méchant Joe, effectivement, n'a pas l'air tendre avec le peuple, il n'a pas l'air tendre, son régime est extrêmement dur, c'est une théocratie donc avec ses prêtres guerriers, c'est son élite, son oligarchie, et ce peuple qui attend assez misérable que Joe veuille bien leur donner de l'eau. Mais finalement, ce peuple, selon les critères obésiens, s'en tire pas si mal, puisqu'il n'a pas l'air de craindre pour sa sécurité. Ils sont tous désarmés, ils ne se battent pas entre eux. Ils disposent visiblement aussi de leur propriété. Ils ont tous leurs petites timbales en plastique ou en métal pour récupérer l'eau. Donc finalement, le souverain Joe, même manifestement violent et injuste selon nos critères, fait le travail, fait le job. Il garantit l'absence de guerre contre tous, de guerre de tous contre tous, aux peuples qui sont sous son autorité. Ça, c'est pour Hobbes. Alors, ensuite vient. Donc, Hobbes a une réputation d'être un peu le papa de tous les absolutismes et totalitarismes. Hobbes est né d'ailleurs au moment de la guerre, enfin, a été très marqué par la guerre civile en Angleterre, ce qui explique sa crainte forte d'une absence d'une autorité non contestée. Et donc Hobbes est considéré comme un peu le papa de l'absolutisme, enfin pas le papa de l'absolutisme, mais en tout cas un des forts contributeurs à l'absolutisme, voire au totalitarisme. Ensuite, il y a Locke qui vient. Donc Locke est considéré comme le patriarche du libéralisme, le patient zéro, celui qui a posé de manière la plus complète possible les grands principes du libéralisme, qui sont ensuite affinés par d'autres penseurs. Donc Locke, par rapport à Hobbes, pour Locke, dans l'état de nature est effectivement sans autorité par définition pour garantir la sécurité de chacun, mais les hommes ne sont pas des bêtes tous contre tous. Les hommes ne sont pas des bêtes, et les hommes, naturellement, l'homme est un animal social par nature, et donc même si effectivement il y a des écarts au niveau de la violence, beaucoup d'hommes ont naturellement tendance à respecter un certain nombre de grands principes, de ne pas agresser les autres, de respecter la propriété des autres. Alors il y a bien sûr des exceptions,
mais qui justifie d'ailleurs la sortie de l'état de nature, mais l'état de nature que Locke décrit n'est pas l'enfer que décrit Hobbes. Pour Locke, l'état de nature est acceptable, les individus sont obligés bien sûr de faire leur sécurité eux-mêmes, mais au final, c'est pas l'enfer. Donc on peut dire d'une certaine manière que Mad Max, puisqu'il choisit lui-même de vivre dans ce désert apocalyptique, est un Lockéen, puisqu'il préfère cet état de nature. Alors manifestement, ça n'a pas l'air d'être simple, il est très misérable, il est en train de manger ses lézards et il doit se défendre en permanence contre d'autres individus, mais au final, il survit. Au final, il croise aussi, enfin pas dans ce film-là, mais dans d'autres films, des individus à qui il peut avoir des accords, qui ne l'agressent pas et que lui n'agresse pas. Donc cet état de nature, malgré tous ses défauts et malgré tous ses personnes violentes, n'est pas un enfer complet. Max survit avec sa propriété. Et si d'ailleurs il perd sa propriété, c'est justement lorsque l'État intervient. Alors donc ça ne fait pas forcément de Max un libéral, parce qu'encore une fois, pour un libéral, alors il y a des anarcho-capitalistes, mais le libéral accepte l'autorité de l'État. Cet État, dans l'esprit de Locke, doit respecter scrupuleusement un certain nombre doit respecter la propriété, la liberté, la sécurité des personnes. Et pour Locke, si cet État ne respecte pas, ou si ce souverain ne respecte pas, ne garantit pas les droits correctement des individus, soit parce qu'il les viole lui-même, soit parce qu'il laisse les individus les violer entre eux, alors cet État est inutile et l'individu a le droit, voire même l'obligation de se rebeller, soit en faisant sécession, soit en se rebellant. Donc la vision de Locke, avec un état de nature pas satisfaisant, mais pas un enfer, le conduit à estimer qu'un État, lorsqu'il ne remplit pas ses tâches correctement, ou lorsqu'il viole les droits des individus, les individus ont le droit de se rebeller. Hobbes, avec son univers extrêmement noir, donne un souverain qui est extrêmement puissant, et s'il évoque lui-même déjà la possibilité de se rebeller, son état de nature est tellement cauchemardesque qu'il faut vraiment que le souverain soit une catastrophe totale pour décider de se rebeller. Donc on a Furiosa à la fin du film qui choisit la voie de la cité et du souverain, et Max qui retourne à son état de nature. Voilà, donc voilà la fin de l'interprétation de Mad Max Furiosa, avec un tirage de cheveux quand même assez élevé. Il faut dire que le film non plus se prêtait vraiment pas beaucoup à une interprétation politique. Donc je mettrais un tirage de cheveux de 8 sur 10. 8 sur 10. Mais sinon le film est très bien, donc n'ayez pas peur par rapport à tout le discours que j'ai tenu sur Hobbes et Locke. Vraiment c'est un film qui fatigue pas trop les neurones quand on le regarde.